Alors, aujourd'hui, j'accueille Isa, Muriel et Rachel pour parler de la femme autiste et de la santé. On s'est rencontrés à travers Facebook et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs et des grandes difficultés par rapport à la faculté de se faire entendre et respecter dans nos besoins, dans nos souffrances, dans nos douleurs, et que c'était aussi lié au fait d'être femme. Et je pense qu'on est là devant ce qu'on appelle depuis quelques années l'intersectionnalité. Donc, quand il y a soit des minorités, soit des personnes qui sont plus infériorisées dans des rapports de pouvoir, il peut y avoir plusieurs facteurs qui font ça, notamment le fait d'être femme ou le fait d'avoir un handicap. Il peut aussi y avoir l'origine, la couleur de peau, la classe sociale, toutes ces choses-là. Donc on va parler de cette cumulation du fait d'être femme et autiste en rapport avec la santé. Et on est toutes les quatre dans la cinquantaine, avec des enfants, c'est-à-dire en ayant eu une bonne grosse charge mentale sans savoir qu'on était autiste, et donc en ayant dépassé nos limites très franchement jusqu'au burn-out, toutes les quatre. Et donc le, à l'origine du burn-out, on aimerait beaucoup parler de vraiment aller à la racine, quoi. C'est-à-dire voir comment ça s'inscrit dans une façon d'être au monde depuis toute petite, qui est l'invalidation et une forme d'infériorisation, en gros. Mais le but ici, c'est d'être vraiment dans les témoignages et aussi parler, par exemple, de choses comme la préménopause et des tas de choses qui sont tellement spécifique aux femmes que du coup, on en parle peu puisque le discours est mené très souvent, comme on sait, par des hommes, des médecins, des chercheurs hommes. Donc, on trouvait très important d'apporter nos témoignages pour aider les autres femmes autistes et peut-être être entendues davantage par les professionnels de soins. Et je dirais aussi les hommes parce que les hommes autistes ont aussi cette hypersensibilité, cette vulnérabilité plus grande souvent. Donc, ils se retrouvent parfois dans des discours que les femmes ont euh, en étant autistes. Ça peut arriver. Voilà. Est-ce que enfin, je vais d'abord un petit peu vous présenter. Donc, Muriel, toi, tu étais déjà venue sur la chaîne pour parler de ton livre, La petite fille modèle. Oui, Voilà. j'avais eu le plaisir déjà d'échanger avec toi. Donc Voilà. je reviens. Super. Et on peut te trouver sur Facebook sous ton nom, Muriel. Oui, oui, oui. Donc ben voilà, j'ai 52 ans, bientôt 53. J'ai été diagnostiquée tardivement à l'âge de 48 ans suite au diagnostic de mon fils. Et bien, ça m'a ouvert tout un champ de compréhension nouvelle, un peu comme vous, hein, on en a déjà discuté. Et maintenant, il faut avancer avec cette nouvelle donnée. Et même si ça fait 4 ou 5 ans que j'ai mon diagnostic, c'est pas évident après toute une vie dont on va parler, d'échecs ou d'incompréhension, on va dire, ou de difficulté à se faire entendre, en fait, hein. Voilà. Et alors, un de tes chemins de résilience, parmi d'autres, c'est l'aquarelle. Donc, Oui, oui, bah, j'ai beaucoup écrit tout au long de ma vie. C'était plus ça, mon premier mode d'expression. J'ai toujours aimé les mots et écrire. Et puis c'est vrai que depuis 2020 à peu près, bah, ça correspond bizarrement, tiens, c'est la première fois que je le remarque. Avec mon diagnostic, j'ai trouvé cette nouvelle façon de sortir des choses, des émotions de moi, d'une manière peut-être, puisque ça passait pas autrement, d'une manière qui peut être vue, qui soit acceptable aussi. Voilà, donc ouais, ouais. je fais beaucoup d'aquarelle maintenant aujourd'hui. Ouais. Alors ça, j'ai entendu quelques fois que les personnes autistes, une fois qu'elles sont diagnostiquées, il y a quelque chose d'un potentiel nouveau qui se réveille et qui est de l'ordre de la créativité, parce qu'elles se permettent d'être un peu parfois en dehors du cadre, justement. C'est Je ne la sais pas première si fois que ça... je fais le lien. J'avais jamais Ouais. fait le lien. Est-ce que ça fait écho chez toi, Rachel? Non. D'accord. Je comprends pas- Oui, enfin, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais pour moi,
Ben, de mon point de vue, de mon vécu, j'ai l'impression que je suis encore beaucoup trop dans le burn-out ou dans des tentatives de revenir à flot pour avoir une vie qui ressemble à quelque chose d'à peu près normal et normalisé. Et ben, j'ai pas encore accès à suffisamment d'espace, de temps ou de confiance en moi pour explorer ces domaines-là. J'ai essayé par moments d'écrire, mais c'est assez compliqué. Je suis Oui. confrontée à mes limites trop fort et peut-être que j'ai aussi des attentes beaucoup trop élevées. Et un syndrome de l'imposteur qu'on connaît toutes, je crois. Oui, ok, on va voir d'où il provient. Il y a beaucoup de facteurs qui font que ça entre en Mhm. lien. Et justement, moi, je suis étonnée de ce que tu dis parce que dans tes publications sous ton pseudo Neige d'Avril, je trouve énormément de belles choses et de créativité et quelque chose de même assez artistique dans ta façon de présenter, de poser tes mots. Donc, oui, tu mets la barre très très haut. Oui, je peux l'entendre, oui. Oui. Euh, Donc, ouais. c'était... Bon, mais pour le moment, c'est compliqué de J'ai pas l'impression de pouvoir me réaliser. Mais c'est vraiment l'histoire d'une vie, Oui. probablement l'histoire d'une famille aussi. Je suis pas la seule dans ce cas dans ma famille. Et puis, ben, j'espère pouvoir dépasser ça. Alors, la question là derrière, c'est qu'est-ce que c'est se réaliser? Peut-être qu'à un moment donné, on pourrait aborder cette question. Oui. Euh, Isa, tu es très aussi présente sur Facebook, sur les mêmes groupes, autistes adultes, comme nous, où on discute souvent ensemble de sujets sous le nom Neoria. Et tu es comme nous, hein, tu as des enfants, tu as eu aussi un diagnostic tardif et le rapport à la santé chez toi, il est aussi particulier, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est très très compliqué. Et moi, je l'ai eu en même temps que le diagnostic, on va dire, neurodéveloppement, plusieurs choses aussi de nos niveaux pathologie qui se sont accumulées. Et je suis un petit peu plus dans l'état d'esprit de Rachel, c'est-à-dire, j'ai l'impression que je suis pas encore complètement remontée à la surface. Parce que j'ai des diagnostics encore. Moi, j'ai eu le diagnostic, j'avais 44 ans, c'était il y a... Enfin, le pré-diagnostic, en fait, a été validé après la crise Covid. Moi, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder mon vase, en fait, les confinements. Et puis, j'ai eu un accident, un premier accident de voiture aussi, où j'ai eu des douleurs, donc plein de choses. Tout s'est enchaîné, en fait, sur 2, 3 ans. Et donc, j'ai eu plein de deuil en même temps à faire au niveau de ma santé et au niveau de mon fonctionnement cognitif. Donc ouais, c'est encore un peu compliqué. Mais donc moi, me réaliser, je vois pas trop ce que ça veut dire encore. Mais pareil, j'écris beaucoup, donc peut-être qu'un jour, je me dis, voilà, est-ce que j'oserais publier ce que j'écris depuis, bon, j'écris depuis que je suis ado, mais on va dire, en tout cas, le sujet qui est devenu un intérêt spécifique, c'est-à-dire l'autisme et tout ce qui s'y raccroche fatalement, surtout quand on a un diacte tardif et qu'on a surcompensé comme ça pendant plus de 40 ans. Voilà, donc je sais pas après où je m'arrête, parce que là je peux partir sur ma petite enfance et tout ça. Non, on va y aller, mais Ça marche. pas tout de suite. Donc effectivement, avant d'y aller, ce que j'avais aussi envie de rajouter, c'est que une des raisons, moi, pour laquelle j'ai trouvé très important de faire cette vidéo, c'est que je me suis retrouvée dans un atelier au CHUV de Lausanne, dans ta Suisse natale et la mienne d'ailleurs, Rachel, pour un atelier sur le syndrome Ehlers-Danlos. Et il y avait une vingtaine de participants, c'était toutes des femmes, qui avaient été diagnostiquées d'abord avec la fibromyalgie. C'était très très intéressant, donc je ne vais pas tout décrire, mais en gros, le professeur expliquait que, étant donné la spécificité, lui, il disait soit de l'autisme, soit du TDAH, soit de l'hypersensibilité, ça se répercute forcément dans le corps, qui est aussi dans l'hypersensibilité et très poreux à tous les stimuli et facilement agressé partout dans les tissus conjonctifs, ce qui fait que il peut y avoir des répercussions au niveau de la santé, de la douleur, un peu partout en fait dans le corps. Et
spécifiquement chez les femmes, son hypothèse, c'était que elles sont moins facilement diagnostiquées, moins facilement validées dans leurs soucis. On leur en demande beaucoup, elles prennent beaucoup sur elles, elles se plaignent moins, elles stressent davantage parce qu'elles ont plus de charge mentale. Donc, c'est vraiment tout ça dont on va parler, qui me semble extrêmement important. Et donc, effectivement, je voulais commencer par l'enfance parce que je me disais, ce qui serait très intéressant, c'est qu'on replonge un petit peu dans ce qui serait à la racine de cette invalidation particulière chez les femmes par rapport à leurs besoins. Et est-ce que je ne sais pas dans quel genre de famille vous avez vécu. Est-ce que c'était un peu plus d'ordre patriarcal ou est-ce que à l'école vous avez vécu cette impression que les filles étaient moins valorisées ou dans votre éducation ou dans votre style de famille ou est-ce que vous vous souvenez des moments dans votre enfance où vous vous êtes dit ben je ne suis que une fille par exemple. Je donne des exemples, mais chacun peut dire un peu ce qui lui vient. Je vais commencer. Mhm. J'ai pas l'impression de souvenir de me dire je suis une fille, donc voilà, je suis mal considérée. Mais c'est vrai que depuis, je remonte très loin et ça, je l'attribue à la famille et au cadre de notre culture, en fait, hein, qui est, comment dire, assez normative, assez dirigiste envers les enfants, enfin, pour pas dire on a un peu le penchant de dresser ou de redresser les enfants. Donc, moi, c'est plus comme ça que j'identifie les racines. C'est d'avoir toujours ressenti d'être trop, d'exagérer, et de devoir surtout cacher, étouffer ce trop euh, pour pouvoir être accepté, en fait, que ce Est-ce que soit tu penses que socialement ou dans la pardon. famille. Est-ce que tu Mm. penses que le fait que tu étais une fille invalidait le fait que tu étais trop? C'est-à-dire qu'un garçon, lui, il peut être trop, mais une fille, il faut qu'elle soit plus sage, plus petite fille modèle. Moi, je sais pas, ouais, c'est marrant. Je sais pas, c'est difficile à dire puisque moi j'ai vécu en tant que fille, donc je sais pas comment on traite les garçons de ce point de vue-là. C'est peut-être plus fort, ouais, effectivement, chez les filles. On les laisse moins. C'est vrai un garçon qui perturbe va peut-être moins insister pour il se range. Et puis bon, c'est ce que j'ai compris moi du message extérieur parce que étant autiste, je pense que j'ai pris les choses de manière très littérale. Voilà, donc j'ai interprété tout ce que me renvoyait. C'était pas forcément dit, hein, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai eu d'être toujours trop et d'exagérer. Donc j'ai tout fait pour m'étouffer. Ça te parle, Rachel? Oui, tout à fait. Des très très petites, tellement de sensations qui sortent probablement de ce que la plupart des gens ressentent, que ce soit au moment de la toilette, de l'habillage, du choix des textures de vêtements, du choix des textures des aliments, enfin l'alimentation, tout était tout le temps problématique et tout était tout le temps sujet à confrontation avec mon environnement et je voyais bien les adultes autour de moi qui étaient à la fois perplexe, mais quand même très souvent dans la négation de mon ressenti et dans cette confrontation où c'est pas possible, c'est trop, mais non. Et puis finalement, on me contraint en fait. Donc tout se fait dans la contrainte, donc effectivement, on fait tout pour s'étouffer, pour étouffer ses ressentis. Donc on finit par les nier complètement. Donc quand arrivent les premières douleurs, bah déjà, elles ont déjà même pas de place pour s'exprimer vraiment en fait. Pour moi, les premières douleurs, c'est vers 7 8 ans, des douleurs de croissance. On me disait, mais ça, c'est la croissance. En fait, c'était plusieurs mois par année où j'avais l'impression que mon pied était trop douloureux pour le poser au sol, ou mes hanches me faisaient mal. Euh, bon, quand je mangeais, ma langue en permanence, ça, c'est depuis toujours, ma langue, elle est douloureuse quand je mange. La plupart des aliments l'irritent, encore plus, le dentifrice l'irrite. Et donc voilà, c'est vraiment... Et puis bon, on vit avec ça, en fait, il n'y a pas le choix. Donc
On est comme ça et ça fait partie, j'ai l'impression que vers mes 40 ans, j'ai réalisé que, en fait, si j'évaluais ma douleur comme on a appris à le faire, moi je suis une infirmière sage-femme dans ma vie d'avant, avant le burn-out, comme j'ai appris à le faire, j'avais pas réalisé que moi je ne connais pas le niveau zéro en fait. Il a fallu que j'atteigne 40 ans pour réaliser que moi, mon niveau zéro, il est vers 3, 4 pour la plupart des gens. Donc, je commence à m'alarmer vers 5, 6, voire 7. Et puis, je consulte rarement avant 8, 9. Donc, je suis dans des états déjà de extrêmes et je le montre pas forcément. Le visage est le même que celui que vous voyez. Et donc, je ne suis pas forcément prise en compte. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui est lié à l'autisme? Parce qu'on sait qu'en tant qu'autiste, on a des expressions qui sont beaucoup plus neutres, qui sont moins variées. Qu'est-ce qui est lié à l'autisme? Qu'est-ce qui est lié au fait que je suis femme? Qu'est-ce qui est lié au fait que j'ai invalidé moi-même tous ces ressentis? C'est très compliqué de faire la part des choses. Je ne sais pas si je suis trop sortie du thème ou si Non, pas du j'ai... tout. Non, non, très bien. J'imagine que tu as vécu les choses aussi un peu de cette façon, Isa, ou différent? Oui, moi, ça me parle beaucoup le niveau zéro qui n'existe pas. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Moi, j'ai un, Moi, c'est une situation, je pense, un petit peu particulière parce que j'ai une sœur qui a un handicap intellectuel assez léger, et qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de santé quand elle était petite. Elle est épileptique aussi. Donc moi, en fait, mes premiers souvenirs de d'invalidation de mon ressenti, je sais pas, j'ai 3, 4 ans, quoi. Les crises d'épilepsie de ma sœur, moi, je me disais, mes parents sont tellement trop occupés pour quelque chose de tellement sérieux que moi, mon mal de ventre, mes petites douleurs, mes petites migraines, bon, bah voilà, je les garde pour moi. Et alors, c'est pas le fait que je sois une fille particulièrement, parce que ça, pour le coup, c'est arrivé beaucoup plus tard, je pense. L'impression que c'est parce que j'étais une femme que j'étais invalidée, c'est plutôt à fin d'adolescence, on va dire, début de l'âge adulte. Mais par contre, l'invalidation de mes douleurs, oui, ça, moi, je me rappelle avoir eu, c'était moi, la digestion était hyper compliquée. Toute ma vie a été hyper compliquée. Donc moi j'ai un CED aussi, donc les douleurs pareil de croissance. Alors combien de fois on m'a dit, moi j'ai eu mal au genou, en fait je pense que j'ai mal au genou depuis que j'ai 7 ans, quasiment non-stop. Donc avec des pics hein, évidemment, mais c'est pour ça oui, moi le niveau zéro de douleur, je m'en suis aperçue effectivement. Moi c'est quand j'ai eu le diagnostic d'endométriose et où j'ai eu en visio, parce que c'était pendant les confinements, pardon, le chirurgien, je lui ai décrit un petit peu mes journées, il m'a dit mais là madame, vous êtes à 8 ou 9 sur l'échelle classique, et moi je me mettais un petit 5 parce que ouais, c'était quand même pas facile, mais il me disait non, non, quand on n'arrive plus à parler et qu'on est allongé, c'est 9. Donc voilà, en fait, on est biaisé. Moi, j'ai l'impression d'être biaisé dans mon ressenti de la douleur et dans l'évaluation que je peux en faire depuis ma toute petite enfance, quoi. Oui, Donc voilà. Je rejoins complètement ça. J'adhère complètement au fait qu'il n'y a pas de niveau zéro et que moi, j'ai pareil des soucis de digestion depuis toute petite. J'ai toujours mal au ventre. Je m'en plaignais constamment enfant. Ma mère me disait, d'ailleurs, je l'ai raconté comme anecdote dans mon livre, que ma mère me répondait souvent, on aurait dû t'appeler Dolores, parce qu'en fait, j'avais toujours mal quelque part. Et moi, pour moi, même encore maintenant, je ne conçois pas qu'on puisse ne pas avoir mal au ventre, en fait. Pour moi, c'est la norme, c'est normal. Et donc, évidemment, ça décale les consultations, enfin, on vit avec, quoi. Et je rajoute aussi qu'il n'y a pas que les douleurs physiques qui sont gérées par nous de cette façon. Il y a tout ce qui est psychologique aussi. Par exemple, moi, l'angoisse, je pense que je suis facilement à 4 ou 5 au minimum, mais que pour moi, c'est normal. J'ai jamais zéro au niveau angoisse. Jamais, jamais, jamais. Donc, ça joue aussi sur tout ce qui est psy. Il n'y a pas que la santé physique, il y a la santé mentale aussi qui est hyper importante. Et tout est lié, bien sûr. Oui, comme Donc, on dit, la surcompensation, ça crée mm, en fait un espèce de stress chronique qui forcément influence mm, sur la santé physique mm, et mentale. ouais.
Et ce que vous dites, ça me fait penser au fait qu'on n'est pas dans la tête des autres. Donc, on voit que si pour tous les autres se laver les dents, ça va, ça veut dire que ils ont tous mal, peut-être, en fait, quand ils se lavent les dents. Ils ont tous la langue irritée, mais ils se plaignent pas. Donc, on finit effectivement par ne plus avoir les bons critères. D'autant plus que je crois que c'est aussi plus difficile pour les personnes autistes de faire le lien entre la douleur, d'où elle vient, ce que ça provoque, pourquoi elles ont ces émotions, ce stress, d'où vient le stress, et puis surtout, de quantifier la douleur, c'est quelque chose de très abstrait. Oui, C'est pas facile pour les personnes autistes aussi, en plus, d'exprimer, de mettre les mots sur ce qu'elles ressentent. Et en plus, encore, demander de l'aide, parce que c'est interaction, être compris. Donc tout ça fait que souvent, on finit par entrer dans une forme de silenciation. oui, D'autant plus que on a grandi et évolué en tant que femme et mère et sans savoir qu'on avait ces difficultés-là en fait, qu'elles existaient, qu'elles faisaient partie de notre vie. J'ai l'impression aussi que le fait de partir en burn-out et d'être détectée comme un burn-out autistique et donc de réaliser que j'étais autiste et TDAH en même temps, à ce moment-là, je réalise que tout ce que j'ai invalidé dans ma vie était en réalité valide sous le regard autistique, que ça compte. Et c'est là que peuvent prendre place et venir exister les douleurs du corps tout à coup. Et donc j'ai complètement décompensé. Et depuis mon diagnostic en 2000, je sais plus, 2024? Non, je sais plus, je suis perdue. 2020? 2021. Pré-diagnostic 2021, diagnostic 2022. Depuis là, ben, j'ai mon corps qui ne fait que de lâcher, lâcher. Et chaque fois que je suis dans un processus de réparation, où je me dis, voilà, là, je vais un peu mieux, là, j'ai de l'espace, j'ai l'impression qu'il y a comme des remontées traumatiques, autant du corps que du psychisme, qui reviennent me relancer dans un nouveau processus d'auto-acceptation, de prise en soin, de recherche de solutions. Et là, c'est sans fin, vraiment. Ça fait 4 5 ans, c'est comme Isa, et c'est fatigant, et je n'en vois pas le bout. Et puis, effectivement, il y a tout le processus de la préménopause, là au milieu, qui vient encore rajouter une complexité que toutes les femmes connaissent, mais qui, je pense, chez nous, chez les femmes neurotypiques, prend encore une autre dimension pour plein de raisons qu'on aura sûrement l'occasion d'aborder plus tard. Mhm. Alors, est-ce que les femmes autistes sont quand même un peu plus en lien avec leur intériorité et du coup, ça se passe comme ça? Et les hommes autistes sont plus capables de s'anesthésier, aller dans la lexithymie, la dissociation et fonctionner comme des robots. C'est juste une hypothèse que je forme. Je pense qu'il y a des femmes qui ont un autisme masculin et des hommes qui ont un Mhm. autisme féminin aussi. Mais c'est intéressant de voir les différences et je pense que autant prendre sur soi davantage est typiquement féminin, même si on est un homme, et décompenser du coup aussi. Euh, mais est-ce que la question que j'ai aussi envie, enfin vous pouvez réagir par rapport à ça, mais la question que j'ai aussi envie de poser, c'est est-ce que dans cette finalement ce que j'appellerais moi, je sais pas si c'est juste pour toi Rachel, mais une naissance à soi, puisque tu permets à ton toi souffrant d'être entendu, est-ce que du coup il y a quand même des choses positives qui sortent, même si la naissance par définition c'est douloureux, est-ce qu'il y a quelque chose le fait d'aller vers la lumière, quelque chose de positif dans la douleur? Oui, 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 il y a un apaisement dans le fait d'apprendre à accueillir la douleur, d'apprendre à lui faire place et d'apprendre petit à petit, je dis pas que ça se fait du jour au lendemain, hein, mais de aussi accueillir tout ce que ça a comme conséquence autour, c'est-à-dire que la douleur, c'est anxiogène, ça fait peur, ça déclenche plein d'alarmes, et puis de se rendre compte qu'on est dans ces alarmes-là qui n'ont pas toujours lieu d'être, en fait, hein, qui sont des alarmes qu'on a depuis toujours pour des raisons qui ne sont pas forcément valables aujourd'hui, puisque ben, je suis dans une situation où je risque plus grand-chose. Sauf que mon corps me lâche. Alors ça, c'est une grande peur, mais j'arrive à composer effectivement, à m'auto-rassurer, à faire de la place à ce corps qui a besoin de lâcher un bout en faisant confiance qu'il me lâchera pas trop. Et ça, c'est vrai que c'est un espace où j'arrive à un certain niveau de paix que j'avais jamais connu.
Alors, comme Muriel, je crois que je ne connais pas encore l'état de non-anxiété. Mon corps parle comme ça, je suis toujours, ma musculature est toujours trop tendue, mes dents sont trop serrées, mes rêves sont trop fatigants, c'est toujours des cauchemars où ça y ressemble. Mais petit à petit, j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme d'apaisement qui commence à prendre place dans ma vie et un peu plus d'espace pour vivre des choses vraiment positives, pas seulement en superficie, pas seulement où j'ai l'impression que je cours après le positif, que j'attrape des miettes puis que je m'en contente. C'est vraiment plus interne et plus ancré. Oui, il y a du positif. Oui. Est-ce que tu pourrais dire ça aussi, Isa, ou tu as l'impression d'être avec des miettes? Qu'est-ce Ouais, que moi, tu... je pense, non, je suis complètement d'accord. C'est que, en fait, c'est une courbe qui est pas linéaire. Ça, si on regarde vraiment de très loin, ça monte vers le positif. Parce que moi, pour moi, les, tous les diagnostics ont été vitaux, clairement. Moi, j'étais au plus profond, du mal-être, de je dysfonctionne, c'est moi qui ai un problème. À chaque fois, le problème, c'était moi, en fait, quand je voyais autour de moi. Donc, moi, notamment le diagnostic d'autisme, il a été, mais salvateur, réellement. Maintenant, voilà, ce que je dis, c'est que on découvre des trucs. Alors, on a un peu une petite baisse de morale, mais au final, on trouve du positif. Donc, si on devait tracer une courbe, elle serait quand même montante, mais avec en dents de scie, quoi, avec des hauts et des bas. Voilà, mais effectivement, c'est long, c'est très très long. Alors quand en plus ça intervient déjà à un certain âge, c'est sûr que c'est fatigant et c'est long. Et puis on a tout à se refaire, tout ce qu'on a vécu avant. Donc forcément, comme on a vécu beaucoup avant et complètement à côté de la plaque, ça fait plein de choses à relire avec le nouveau mode d'emploi et à se pardonner des trucs et puis à se dire ah ben non finalement. On n'est pas si dysfonctionnant que ça, on est juste des autistes qui fonctionnent comme des autistes et pas des typiques qui fonctionnent mal, quoi. Donc voilà, donc ça, je pense que c'est pas que dans le domaine de la santé, c'est dans tous les domaines et aussi ça me faisait penser à la vulnérabilité, à la manipulation aussi, à toutes ces choses-là, parce que forcément ça a un lien. Donc voilà, mais il y a d'autres vidéos sur ce sujet qui sont Oui, très bien. on est à chaque fois dans des témoignages singuliers, donc on peut toujours aussi parler un peu, reparler de certains sujets de façon personnelle. Tu veux rajouter quelque chose, Muriel, ou- Oui, bah, sur le positif, bon, moi, je sais pas. Je suis toujours dans ce processus depuis 4-5 ans que j'ai eu mon diagnostic. Je suis toujours dans ce processus de m'accepter, de m'auto-accepter. C'est pas du tout fini. J'ai eu toute cette période assez active où j'ai fait de l'autisme aussi un intérêt spécifique, où j'ai beaucoup cherché parce qu'il fallait que je comprenne. Donc, j'ai relu ma vie avec cette nouvelle info. J'ai eu une petite période où j'ai cru que ça allait m'apporter beaucoup de choses positives, notamment d'être reconnue, comprise dans tous les milieux, que ce soit personnel ou quand je vais chez le médecin ou des choses comme ça. Et puis là, je suis plutôt dans une phase de, comment dire, entre colère, mais moi, je suis pas beaucoup en colère en fait, hein. Enfin, c'est plus de la négativité que de la colère qui s'exprime et un peu désabusée aussi. Donc, je sais pas, j'aurais du mal à dire si c'est positif. C'est positif dans le sens où, comme j'ai ce fort besoin de comprendre, ça m'a apporté beaucoup de compréhension. Mais après, moi-même, je doute encore, l'entourage doute, tout ça, donc c'est compliqué, quoi. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, de s'accepter, de prendre soin de soi, du coup, donc c'est long, c'est très très long. Euh, on dit aussi que l'anxiété ou la dépression, ce sont des colères intériorisées parce qu'elles n'ont pas pu s'exprimer. Mm, Ça peut aussi faire partie de la condition féminine, ça. C'est pas beau de voir une femme en colère alors qu'un homme en colère, c'est beau parce que c'est viril. tout à fait, ouais. Oui, Ça oui, oh, bah devrait faire moi, partie, hein. on parlait tout à l'heure de l'enfance, c'est quelque chose que j'ai très fort ressenti, qu'il fallait pas du tout faire de crise, de colère.
qu'il fallait tout rentrer et tout. Moi, c'est ma vie, quoi, ça. Et alors, sortir de cette posture, c'est vraiment très, très difficile. J'ai l'impression pour moi que ce ne sera pas possible. J'espère quand même, j'ai un tout petit peu d'espoir, mais j'ai l'impression que c'est trop tard, en fait, un peu. En thérapie cognitivo-comportementaliste, en tout cas, ils disent toujours de sortir de sa zone d'habitude mais de s'arrêter avant la zone de panique, Hmm. c'est-à-dire de faire des tout petits pas dans ce sens-là, petit à petit. Et souvent, quand on pose des limites, on a l'impression d'être hyper en colère, alors qu'en fait, on l'est pas du tout. Mais pour nous, c'est déjà un avancement de juste parler fermement, poser une limite, et puis apprendre petit à petit à intégrer le fait que bah, ça détruit pas les gens autour de nous, on n'est pas détruit par ça, et pouvoir de plus en plus être dans l'assertivité qui n'est pas de l'agressivité en fait. Ce genre de chemin-là, est-ce que vous expérimentez un peu plus ces choses-là à vos âges, Rachel et Ouisa, je sais pas. Alors, je pense que j'étais pas très, dans mon enfance, mon adolescence et pendant l'âge adulte, mes colères, elles se sont bien exprimées. Je respecte pas le code, je respectais pas le fait qu'une fille doit rester à sa place. Pas toujours, en tout cas. J'ai des colères explosives qui débordent, que je peux pas contrôler. Donc, voilà. Est-ce que c'est de la colère, ça, ou c'est une crise autistique? Ben justement, bonne question. Je pense, vu la baisse de fréquence de ces événements, que c'était des crises autistiques. Parce que depuis que je me respecte, depuis que j'apprends à me faire respecter, ça n'arrive plus. Donc, probablement que c'était des crises de surcharge, en fait. Mhm. Donc, je suis pas très à l'aise. Ouais, du coup, j'ai pas l'impression de pouvoir apporter quelque chose à la réponse que tu attends. Oui, mais c'est très intéressant ce que tu as dit, parce Mhm. que justement, on peut très mal interpréter les crises autistiques, surtout chez les Ouais. femmes, pour Bah revenir ouais, ouais. au cœur Moi, du sujet. je passais pour une hystérique, une folle, Voilà. quoi. Mm. Ouais. Alors qu'en fait, Et beaucoup de culpabilité, c'est ça. énormément de culpabilité. Et comme je ne peux pas maîtriser, comme c'est plus fort que moi, ça s'exprime pas forcément où il faut, au moment où il faudrait. Moi, j'avais très très peur de moi. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup verrouillé aussi pour contenir ces accès de colère-là. Et j'en ai eu énormément aussi, énormément. Ah ouais. Ouais, c'est d'ailleurs les premières choses que j'ai décrites. Bon, ces crises explosives, c'est ce qui m'a fait consulter quand j'étais plus jeune, quand j'ai eu mes enfants qui étaient petits, par exemple, parce qu'évidemment, quand tu Ouais, exploses avec des enfants, tu culpabilises énormément. Donc, mais ensuite, quand j'ai entamé le diagnostic d'autisme, c'est une des premières choses que j'ai décrites, cette surcharge et ces explosions, mais qui ont eu tendance à se transformer au cours de la vie en, en choses plus rentrées, en effondrement plus rentrées. Alors peut-être pour l'entourage, c'est mieux, mais pour soi, c'est extrêmement destructeur en fait, ça détruit de l'intérieur. Donc, Moi, c'était uniquement retourné vers moi-même. J'avais ouais, énormément de crises de colère que je contrôlais pas du tout non plus. Mais c'était de toute façon toujours soit toute seule dans ma chambre, porte fermée, et je cassais des trucs ou je me faisais mal en fait. Donc après, très vite, de toute oui, moi façon, il fallait aussi. pas trop que ça se voie. Et donc je me suis mise à me ronger les ongles. Mais quand je dis ronger les ongles, c'était voilà jusqu'au sang. Des choses où voilà, je me rentrais je me pinçais, enfin voilà, c'était des choses qui pouvaient être très très discrètes, mais et moi j'avais l'impression que c'était vraiment uniquement mon dysfonctionnement qui faisait que je faisais n'importe quoi et je m'en voulais tout le temps à moi-même en fait. Donc c'était des colères, je pense, qui étaient explosives mais invisibles. Je sais pas si c'est Oui, du oui, coup si moi ça va bien aussi, j'ai avec, mais beaucoup moi, réfléchi. je me rappelle, ça hurlait à l'intérieur. C'était comme si ça allait exploser, mais toujours visage impassible. Et s'il faut, même devant les gens. Hein, quelquefois, voilà ça. Et puis, il y a toujours eu beaucoup, beaucoup de bruit, de toute façon, dans ma tête. Beaucoup de bruit, beaucoup de monde, et rarement des gens qui étaient d'accord entre eux. Mais oui, oui, c'était des choses très invisibilisées. Et moi, du coup, très, très tôt, parce que je sentais, en plus, je culpabilisais, je me disais, je pouvais pas rajouter des angoisses à mes parents qui étaient déjà très, très occupés par ma petite sœur.
Donc voilà, moi c'est depuis toujours en fait. C'est pour ça que je dis que enfin le diagnostic m'a vraiment sauvée parce que j'en étais arrivée à un point où voilà, on va pas mettre des triggers, mais ça allait très 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 mal. Donc voilà, et j'avoue un peu comme Muriel que l'arrivée des enfants, ça questionne quand même en disant voilà, maintenant qu'on est mère, c'est pas normal d'avoir une colère comme ça. Donc là, voilà, on se pose plus de questions. Et alors moi j'ai consulté des gens qui n'étaient pas forcément très compétents dans le domaine de l'autisme, hein, donc ils n'ont pas du tout mis le doigt là-dessus, mais effectivement, je suis passée par d'autres termes, mais voilà, donc très très intériorisé. Mais la colère, oui, oui, c'est quelque chose Après le diagnostic, par contre, c'est plutôt une impression de gros gâchis, quoi. De se dire, ah ben voilà, bon, alors les connaissances de l'époque n'étaient pas les mêmes, mais j'aurais été détectée plus tôt, peut-être qu'il y a des choses qui se seraient passées différemment, mais voilà, on ne peut pas refaire de toute façon le passé. Donc voilà, ouais, moi c'était plutôt une sensation de gâchis et la colère d'avoir raté ça et même un peu de la colère des gens autour de moi, de eux aussi avoir raté ça. Mais voilà. Ouais, j'ai aussi cette sensation de gâchis. Et quand je disais tout à l'heure que j'étais un peu résignée pour moi-même, j'essaye au moins que pour la génération suivante, celle de mes enfants, ce soit comme ils l'ont su plus tôt, ce soit plus ouvert pour eux. Parce qu'en fait, là, le sujet, c'était un peu la santé, mais c'est le rapport à l'extérieur, en fin de compte aussi, hein, être entendu, être compris. Donc, c'est dans n'importe quel par rapport à n'importe quel extérieur, quoi. Ça peut être l'entourage, ça peut être les médecins, ça peut être dans le côté professionnel. Tous les domaines sont touchés et nous, on a appris plus oui, à intérioriser parce qu'on n'avait pas justement cette connaissance et cette reconnaissance. Donc ça, ce serait bien que ça change, quoi. J'ai aussi cette impression de gâchis. Ouais. Ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que le moment de bascule où on sort, où on se dit justement, il y a eu ce gâchis, c'est la compréhension que c'est pas soi le problème, mais c'est l'environnement qui nous agressait en fait. Quand je vous entends, je me dis, c'est fou parce que Isa, toi, tu faisais tout pour ne pas déranger les autres avec ta colère et entre-temps, toi, tu étais dans une très profonde souffrance. Donc, tu étais dérangé par des choses extérieures qui te submergeaient, qui te broyaient et tu essayais de pas Ah oui, déranger mais les autres. quand on est persuadé que tout le monde fonctionne de cette façon Ouais, et que tout le monde a la même façon d'entendre tous les bruits en même temps, ouais, de sentir toutes les odeurs en même temps et tous ces sentiments qu'on n'arrive pas à identifier, on a l'impression que tout le monde est pareil, mais tout le monde y arrive. oui. Donc Non, effectivement, ça au n'empêche. niveau... Oui. N'empêche que encore aujourd'hui, parce qu'on dit à l'époque ils n'avaient pas les connaissances et tout, c'est important aussi de noter que maintenant les connaissances sont pas sont pas fabuleuses non plus. En tout cas en France, en Belgique et en Suisse, les pays où on vit chacune, peut-être dans les pays anglo-saxons un peu plus. Mais ce qui fait que encore maintenant, si une personne qui s'y connaît pas vraiment en autisme va dire ah oui il fait une crise parce qu'il est autiste, alors qu'en fait il fait pas une crise parce qu'il est autiste. Il fait une crise parce que l'environnement l'agresse avant tout. Définitif. Mhm. Et ça, c'est vraiment une autre perspective qui est de dire, oui, mais en quoi est-ce que l'autiste a des handicaps, des troubles, des déficiences? C'est aussi parce qu'on l'oblige à être autre que ce qu'il peut être ou ce qu'il est, tout simplement, dans une société qui invalide sa façon d'être. C'est le point essentiel, hein, ça, hein, de toute façon. C'est le point essentiel. Oui. Rien ne peut changer. Nous, on l'a fait de s'adapter, de se suradapter au point d'avoir des immenses souffrances, des idées de mort, etc. Donc, c'est pas la solution. Et la solution, effectivement, c'est qu'il y ait cette reconnaissance et qu'il y ait cette adaptation aussi de l'autre côté, quoi. Donc, c'est le point central, hein, ça, je pense. Hein. Effectivement, s'il y a cette source-là, cette racine-là, probablement que les problèmes de santé, en fait, c'est pas qu'ils seraient pas là, mais ils seraient pris en compte d'une autre façon. Mais oui. Et la personne autiste qui a particulièrement besoin
de délicatesse, de soin, d'être prise en considération par rapport à sa vulnérabilité, son hypersensibilité, Mm, alors que De c'est le contraire bienveillance, souvent qui se passe. mm. Comment tu dis? de bienveillance, Oui, finalement. alors que c'est un peu Oui, le oui. contraire qui se passe Mais c'est justement vrai que parce qu'elle dérange. en France, on a quand même cette... Enfin, en France, vous n'êtes pas tout en France, mais moi, ce que je vis, c'est... on a l'impression qu'il y a cette... on a une culture de la méfiance de l'autre. Enfin, je sais pas. On a l'impression qu'il faut prouver des choses. On n'est pas accueilli, on se sent pas accueilli quand on consulte. On a l'impression on est soupçonné en fin de compte et qu'on va pas nous croire. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que j'ai toujours Oui, puis vécu que aussi de mon côté. ce côté, il y a toujours quelqu'un qui a plus grave. Et ça, malheureusement, Oui, même les médecins, de temps en temps, ils le disent, mais oui, que oui. finalement, par rapport à, alors qu'on n'est pas dans une compétition oui, oui, c'est une question d'écoute, hein, je pense. Oui, Après, oui. qu'est-ce qui vient jouer là-dessus de dire, oui, alors vous avez besoin quand même moins d'aide de ce que cette personne, mais si on Mm, partait du ressenti des gens et pas de leur douleur ou par mm. rapport à Mais une échelle ou même nous, on finit par se le dire, ça. Moi, je me le suis déjà dit qu'il y avait plus grave et que du coup, je méritais pas bah, bien d'être sûr. soigné ou de consulter. Et donc, et c'est faux, c'est complètement faux. Chacun mérite de se sentir bien, que ce soit physiquement ou mentalement. Il n'y a pas Disons que de... c'est plus invisible, c'est ça toujours le Mm, problème. Et puis il y a quand même souvent, pas à 100%, mais fréquemment chez les soignants, une espèce de posture moralisatrice, gardienne de la norme aussi. Et si on sort des normes, on peut très bien ne pas convenir comme patient. En fait, on n'est pas un patient convenable. Et puis à partir de là, on est vraiment très très embêté pour recevoir des soins de qualité. Et c'est quand même souvent, enfin j'ai été souvent confrontée à ça. En Suisse, j'ai l'impression qu'en Suisse romande, ça ressemble beaucoup à la France, ce côté moralisateur normatif. Il y a ce qui peut être entendu, ce qui peut pas être entendu, les plaintes qu'on peut formuler qui vont être reçues, les plaintes qui vont être formulées et puis qui vont s'entendre répondre oui, non, mais c'est pas possible, non, mais ça peut pas être autant, ça peut pas être si compliqué, non. Donc voilà, on est invalidé sans aucune chance de. Enfin, on n'a pas pu porter la preuve parce que ça se voit pas. Souvent, nos difficultés ne se voient pas. On a des douleurs qui laissent pas forcément des lésions visibles non plus dans les radios, sur les IRM et autres examens. Des inflammations qui ne laissent pas non plus des marques d'inflammation. Dernièrement, j'ai appris d'une doctoresse que les femmes avaient moins de marqueurs d'inflammation que les hommes. Donc, ça fait des années qu'on me contrôle les inflammations parce que j'ai l'impression de faire des crises de rhumatisme. Et puis, c'est toujours négatif. Et la dernière fois, j'ai dit à la doctoresse, j'ai dit oui, ben, comme d'habitude, c'est négatif. Elle me dit oui, mais ça compte pas, vous êtes une femme, donc on peut pas s'y fier. Je dis ah, ben, c'est la première fois en 20 ans que j'entends ça, qu'on ne doit pas se fier à ces facteurs-là, qu'on doit écouter la parole de la femme qui se plaint parce que les facteurs ne sont pas autant relevants que chez un homme. Et c'est ça Donc, qui est fou, là, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a il faut. il faut apporter la preuve C'est ça. visible, Mhm, mhm. même dans le diagnostic d'autisme, hein, Ouais, d'ailleurs, hein. ouais, ouais. Et tant que c'est pas prouvé et que c'est pas visible, Ça compte pas. c'est invalidé. Ouais. Moi, j'en étais à ne pas prendre mes antalgiques quand j'avais un rendez-vous, parce Oui, qu'il fallait que j'ai mal sur le moment du rendez-vous pour pouvoir décrire correctement ma douleur en disant, mais si, c'est là exactement, etc. Sinon, j'étais tellement pas sûre de moi et ça m'est arrivé d'entendre des docteurs dire, mais non, c'est pas possible d'avoir mal là. Avec cette pathologie-là, il faut ça, ça, ça. Mais l'exemple type, c'est l'échelle de douleur qui est tellement normalisée là. Il y a certains soignants, alors je sais pas Rachel, toi, comme tu es aussi côté soignant, mais de prendre en compte, en fait, moi j'ai un aide-soignant aux urgences qui m'avait expliqué, mais je pense que malheureusement, ils sont pas tous à penser comme ça, que ça leur donnait une idée, l'échelle de douleur, du ressenti de la personne et pas de telle note sur 10 par rapport à une norme qui serait la douleur, c'est tellement subjectif. Donc, parce que oui, moi je lui avais dit, mais en fait, elle sert à quoi votre échelle de douleur? Parce que chacun ressent sa douleur à 4, chacun ressent sa douleur à 9, ça va pas être la même. Et il me disait, non, non, mais on tient compte aussi du ressenti de la personne. Si la personne a l'impression d'être à 9, elle est en grande détresse, on va l'aider. Même si quelqu'un d'autre serait à 5 à ce moment-là. Mais oui, oui, c'est une espèce
voilà, bah, faut toujours rentrer dans les cases, quoi. Et puis la variation, voir si la personne est à 4 et puis que tout à coup elle dit là je suis à 8, ça veut dire qu'il y Ouais, a tout eu à fait. quelque chose qui a changé. Il y a aussi autre chose qui est un peu différent, mais aussi par rapport au rapport avec le personnel de soins, c'est que souvent, nous, on aime comprendre, analyser, chercher, et on va parfois assez loin dans la compréhension de ce qu'on a, de ce qui nous arrive, de là où en est la recherche, par exemple. Mais si on arrive en disant au médecin ce qu'on pense avec tout notre savoir, il peut se sentir presque, quoi? Remis Menacé en dans cause. Oui, 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 menacé, remis en menacé, oui. cause. comme si Mhm. on était là avec notre arrogance, alors qu'en fait on est là, ça c'est typique autiste quoi, on est là avec notre soif de savoir et Mais notre oui, passion de vouloir partager, et mais lui il oui. sent ça presque comme une attaque personnelle, c'est très régulier ça dans l'autisme, je trouve. Oui, Aussi. oui, oui. Moi, ça, je l'ai vécu pas mal de fois. Quand j'ai eu mes enfants, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui avait trait à avoir des enfants, depuis la grossesse jusqu'à l'allaitement, etc. Et j'étais toute contente quand j'avais un rendez-vous médical de pouvoir parler de tout ça. Mais j'ai mis du temps d'ailleurs à comprendre jusqu'à ce qu'une sage-femme me le dise vraiment sans filtre, que j'en savais trop, qu'il fallait pas que j'apprenne tout ça, que voilà, en fait, c'était son domaine à elle, hein, donc ça la remettait en cause, je sais pas. C'est vrai que c'est dur à comprendre ça pour nous. Alors qu'en plus, je crois que c'est de plus en plus étudié comme un facteur qui aide à la guérison, que le patient soit partie prenante de ce qui lui arrive, des traitements qu'il va avoir, de tout, quoi. Notamment dans tout ce qui est psy. Alors pour donner une note positive, la psychiatre qui a fait mon diagnostic, elle était quand même assez avancée par rapport à ses conceptions. Mais déjà, c'était une femme, alors ça peut jouer dans le fait d'être moins peut-être dans le fait de se sentir supérieure et du coup menacée par quelqu'un qui en saurait beaucoup. Mais elle disait que c'était très bien que je me renseigne, que j'étais devenue experte, que elle m'écoutait vraiment, quoi. Et elle trouvait ça intéressant qu'un patient en apprenne beaucoup sur sa situation et que ça faisait partie, ouais, de s'approprier un diagnostic, de l'accepter. Enfin, en plus, nous, comme ça qu'on fonctionne. Moi, je ne me vois pas comment accepter que je suis autiste si je ne me renseigne pas à fond dessus et que je vois bien si moi-même j'ai besoin de vérifier que ça colle ou que ça colle pas. Enfin, j'ai fait ça pendant des mois et des mois pendant la période diagnostique. Donc, c'était hyper important pour moi. Et oui, que tu as raison de dire que on a besoin de comprendre, on a besoin. Mais cet échange-là, c'est rare qu'on puisse l'avoir avec du personnel médical, hein. Vraiment, c'est très rare, hein. Même des hommes, moi j'ai vu, ça me fait penser, un gynécologue, j'avais dit que moi je ressentais mes ovulations, parce que j'ai jamais compris pourquoi quand on est enceinte et qu'on va la première fois consulter, on nous demande la date de nos dernières règles. Pour moi, ça voulait dire qu'on était trop bête pour savoir quand est-ce qu'on ovulait, en fait, puisque c'est au moment de l'ovulation qu'on tombe enceinte. Et donc, moi, j'avais dit au gynéco que je sentais mes ovulations. Et lui, donc homme qui n'a pas d'ovulation, m'avait dit que ça n'était pas possible. Voilà. C'est très très possible. Bien sûr, c'est possible. Parce que même là, ouais, je pense que ça le remettait en cause dans son savoir de médecin, quoi, dans ses qualifications. Donc ça, c'est des espèces de rapports de pouvoir qui, nous, Mm, on est un peu hermétique à ça, On oui, est, on est tout à fait éthique parce qu'on cumule souvent les atypies. Déjà, c'est rare qu'on soit que autiste. On cumule des bizarreries mm, neurologiques, des bizarreries de comportement et puis de santé. Du coup, on a besoin d'avoir des véritables partenaires, en fait, comme soignants, qui acceptent nos données comme étant valides et pas à remettre en cause forcément parce qu'on raconte n'importe quoi puis qu'on veut s'inventer des histoires ou je ne sais quoi. Mais c'est souvent l'impression qu'on a. On doit s'inventer des symptômes, on doit passer pour des victimes, et c'est pas du tout le cas. Au contraire, on est plutôt dans la posture inversée où on va minimiser nos symptômes et éviter d'embêter les gens. Ce qui peut nous amener à ne pas consulter ou à consulter trop tard ou quand on est hospitalisé à pas sonner quand on a besoin d'aide parce qu'on a vraiment peur de déranger.
Et les quelques fois où on demande de l'aide, eh ben, c'est vrai que si on ne tombe pas sur des gens qui sont capables d'être en partenariat avec nous et de nous donner de la validation, ça se passe très très mal en fait. Des fois, j'ai l'impression Surtout le généraliste qui est censé coordonner tout ça et qui, en général, connaît pas l'autisme, connaît pas, Ouais. alors moi, en ce qui me concerne, connaît pas le CED, connaît pas les interactions entre les que... deux, connaît pas. Et puis, comme chacun est coincé, j'allais dire, dans sa spécialité, Mhm. finalement, Ouais. on va voir un J'y pensais à gastro-entérologue. ce point, ouais. Et Bah surtout oui, que nous, on est très fort pour faire des liens, je pense. Oui, bah, on n'a Quand on pas le choix. s'intéresse aux choses, nous, on On les n'a pas voit, le les liens. choix. Mm. Ça nous saute aux yeux. Et on est Donc, les seuls à être en mesure de les faire souvent parce qu'on en plus, est les seuls à avoir autant de cumul de complexité. Enfin, maintenant, quand je rencontre des médecins ou des nouveaux soignants, bah, on prend 1 heure juste pour regarder la situation, réaliser à quel point c'est complexe, à quel point il va falloir beaucoup de partenariats, qu'une personne seule, ça ne suffira pas. Enfin, je parle d'un généraliste là, en l'occurrence, la dernière que j'ai consultée pour devenir ma généraliste, bah, elle m'a pris très très au sérieux. Par chance, elle a sa compagne qui est autiste et psychologue. Donc c'est une chance immense, mais elle m'a très vite dit, mais votre situation est tellement complexe que moi toute seule, je ne sais pas comment je peux vous aider. Donc ça, pour moi, c'est déjà très très bien parti. ah, mais ça, c'est Parce une qu'elle me super prend au posture, ouais. sérieux. Puis en ouais. même temps, la peur que j'ai, c'est que dans 3 mois, quand elle m'a demandé de revenir pour faire le point, elle me dise, je ne peux pas vous prendre. Parce que c'est trop complexe et parce que ça me déborde. Donc entre se Mais déjà, le laisser... fait qu'elle en ait conscience, ça veut dire qu'aussi elle est peut-être capable de savoir à qui faire appel pour compléter là où elle ne peut pas. Et ça aussi, ça fait partie de ce qu'on disait juste avant, c'est qu'il y a très peu de médecins qui acceptent oui, de dire, ah ben là, par contre, je ne vais pas pouvoir, mais je peux vous adresser là. Ah, ben ça, ce serait vraiment bien. Et ce que tu disais là aussi, ça m'a fait penser. Tu dis prendre 1 heure, mais qui prend 1 heure? Et nous, on a Oui, besoin de temps. ouais, Ah, j'ai failli rebondir aussi, hein. Le Oui, c'est médecin incroyable. généraliste est Ouais. censé tout ça, coordonner et qui a ça va, 15 minutes, ça va toujours limite trop montre en vite. main. Ouais, Bah oui. C'est ça va toujours impossible trop vite. pour des situations comme les nôtres, c'est absolument impossible. Il passe à côté de nos difficultés, de qui on est, de ce qu'on a besoin. Alors c'est vrai qu'on ne rentre pas dans les cadres de la médecine actuelle qui offre 10 à 15 minutes maximum. D'où l'attirance pour les médecines alternatives. D'où l'attirance pour Ça les fait le médecines succès, ouais. alternatives avec toutes les dérives que ça peut comporter parce que ça Ouais. peut être vraiment des espaces d'écoute, d'accueil et de solution, mais ça peut aussi être des espaces d'abus. Et on C'est se vrai que fait là, ce qu'on facilement dit, abuser. ça me fait penser nos situations atypiques qui nécessiteraient qu'on ait des parcours de soins atypiques, Oui, c'est-à-dire pas morcelés, parce que bien souvent, il y a plusieurs aspects à traiter, pas fait rapidement, parce qu'on a besoin de temps, même nous, pour nous exprimer, pour être en confiance, surtout avec les parcours qu'on a derrière. Si on n'a pas quelqu'un en face qui prend son temps, qui est vraiment à l'écoute, qui pose les choses, moi, combien de fois, en fait, je repars et puis je me dis, oh là là, j'ai pas dit ça, j'ai pas fait ça, et c'est trop tard. Et même si c'est préparé avant, enfin, il y a toujours, et puis même, on a besoin peut-être de pouvoir y revenir. Enfin, forcément qu'en tant qu'atypique, on a besoin de soins atypiques. Et c'est ça, en fait, qu'on trouve pas, je pense, hein. Alors, en parlant des médecines parallèles, on peut faire aussi un glissement vers les abus, justement, parce que on a tellement été invalidé dans ce qu'on ressent, même ce qu'on pense à la rigueur, ou la façon dont on est, dont on se comporte, qu'on finit par se dire, bah, les autres savent mieux que nous, euh, et on se laisse guider. Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon cas à la fin de l'adolescence à fond et pendant très longtemps quand même au début de l'âge adulte, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. J'avais tout le temps l'impression que les autres savaient mieux et j'étais la proie parfaite pour les dérives sectaires et les abus de pouvoir, quoi. Pour rebondir à ce que tu disais, que on croit ce qu'on nous dit. Donc on remet, enfin, on finit par remettre les choses en cause à force d'analyse et voilà. Mais dans un premier temps, si on nous dit quelque chose, on va le croire.
On va pas, on prend les choses de manière littérale et on les croit. Moi, j'ai aussi eu une petite période où j'ai cru à des choses. Maintenant, ça me semble dingue, quoi, que j'ai pu croire à ça, mais dans le milieu alternatif. Mais ouais, j'ai. Mhm. Vous avez aussi vécu des choses comme ça, Rachel et Isa, ou pas? Non. Ouais, moi, ça me parle pas trop parce que j'ai vraiment l'impression que dans ma soif de vouloir toujours tout comprendre, il faut que ce soit presque mécanique. Moi, par exemple, quand ma psy, elle m'a expliqué le MDR, j'ai fait, ah, ça, c'est mécanique, ça fait réagir le cerveau, cette partie, ce lobe-là, ce machin. Euh, donc, j'avoue que moi, dès que c'est justement un petit peu abstrait, je m'y engage pas. Donc c'est vrai que au niveau médecine, moi déjà l'ostéopathie, je suis mitigée. Oui. Faut vraiment que ce soit concret. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je me renseigne toujours. Alors, médecin généraliste d'avant qui m'avait dégagé en disant que j'étais hypochondriaque et parce que je suis arrivée en disant bonjour, j'ai un CED. Donc voilà, elle a Alors, pas trop aimé. j'oublie toujours de faire la parenthèse quand tu dis ça pour les auditeurs que SED, c'est syndrome Ehlers-Danlos. Voilà. Oui, pardon. N'aimais pas du tout non plus que j'aille voir carrément dans le Vidal sur quoi agissait telle molécule pour être sûr que ça agisse sur moi. Voilà, c'était pour ça. Et aussi la liste des effets secondaires, parce que, entre autres, j'ai aussi une réaction mastocytaire, c'est-à-dire des réactions allergiques vraiment complètement démesurées. Et donc, voilà, il y avait en plus le côté, non seulement les molécules ne fonctionnaient pas, mais j'avais en plus tous les effets secondaires. Les trucs 1 pour 10 000, je les avais Ouais. puissance 10, quoi. Mm. Donc, voilà, mais c'était pour revenir, moi, les médecines alternatives. J'avoue que même tout ce qui est méditation, yoga un peu trop méditatif ou des choses comme ça m'a jamais convenu. Alors, il y a l'autre versant. Il y a le versant où les soignants n'aiment pas qu'on en sache trop et trouvent qu'on on joue aux experts alors qu'on peut l'être un petit peu parfois. Et puis il y a l'autre versant qui est est-ce que quand on dit qu'on est autiste, au contraire, on peut être tout à coup regardé avec condescendance, pitié, être infantilisé, voire même pas pris au sérieux dans notre capacité d'autodétermination, euh, de choix, quoi. Et ça vous est arrivé, ça, ou pas? Ah oui, 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 clairement. J'ai fait une expérience qui devait normalement être intéressante puisque j'ai fait appel au dispositif d'accueil patients autistes du CHUV à Lausanne. Donc, c'est un service qui permet aux autistes d'anticiper les rendez-vous, que ce soit sur le mode administratif, mais aussi sur les besoins. C'est-à-dire qu'on discute avec un infirmier auparavant, qu'est-ce qu'on va avoir besoin, qu'est-ce qui va nous rassurer. Et puis, par exemple, pour moi, ça a été que mon cas soit déjà discuté avec le médecin qui me recevra, que j'ai eu la photo du médecin, j'ai reçu la photo des locaux, on m'a expliqué que je pourrais faire varier les lumières, que je n'aurai pas à passer par la case administration, accueil, tout ça, ça va être fait avant que j'arrive. Toutes ces choses-là. Donc, je C'est peux en vraiment me Suisse, ça. présenter. Oui, je me présente à l'entrée du CHUV, il y a un infirmier qui me prend en charge et puis qui m'amène. Et puis là, je décide s'il m'amène jusque dans la consultation, il reste avec moi ou si j'y vais toute seule. Et la première fois, c'était une femme infirmière très sympathique et puis elle m'a beaucoup rassurée. Du coup, j'ai voulu qu'elle reste avec moi pendant la consultation. Et la doctoresse ne, non, en fait, cette première fois-là, c'était super. La doctoresse s'adressait à moi et me respectait, m'a donné 1 heure. C'était en service de la douleur. J'ai eu droit à 1 heure d'entretien, comment on dit, d'anamnèse, en fait, qui je suis, quelle est l'histoire de ma santé. Et puis la deuxième fois, j'avais rendez-vous avec un service d'infirmières. Puis ils étaient trois pour me montrer comment utiliser le TENS contre les douleurs, mais aussi pour stimuler le nerf vague. Et puis pendant qu'on me montrait comment j'utilisais le TENS, on me faisait aussi des tests au niveau des tensions, pour tension posturale, etc. Pour voir si j'étais éligible dans les post-Covid. Voilà.
Et donc là, j'ai eu une toute autre expérience. J'étais accompagnée de cette infirmière du dispositif d'accueil et les infirmières ne s'adressaient pas à moi. Elles s'adressaient à l'infirmière. Et là, j'avais vraiment l'impression que que j'avais deux de QI et puis que j'étais vraiment dans une situation complètement et j'ai pas pu réagir, j'ai pas pu leur dire vous pouvez vous adresser à moi, je comprends tout et je suis capable d'orientation, je suis orientée, j'ai du discernement. Je n'ai pas réussi et j'ai enchaîné sur une grosse crise de douleur et quelques jours plus tard, j'étais chez mon kinésio qui est un spécialisé en gestion des traumas. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une technique alternative, hein. Alors moi, je suis pas mal dans les médecines alternatives, j'y trouve pas mal de réponses, mais je fais attention d'éviter les dérives, je suis très très regardante là-dessus. Et lui m'a dit, mais après ce que vous avez vécu, ça me paraît assez évident que vous réactivez vos traumas, donc vos douleurs, etc. Et j'ai pu élaborer ça avec l'équipe du dispositif d'accueil. Et puis, je vais encore réessayer. Là, je vais au CHUV prochainement pour évaluer un probable syndrome d'Ehlers dans l'os. Et je vais être accompagnée de cette équipe. J'ai l'impression cette fois que le monsieur qui va m'accompagner est un autiste, Ah, père aidant, un merveilleux. infirmier autiste. Donc, j'espère que ce sera peut-être plus efficace C'est ça. encore. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui joue alors dans cette attitude? C'est les clichés qui remontent? C'est la Moi, méconnaissance. le plus souvent, j'ai été invalidée, mais j'ai rarement vécu ce côté infantilisant. Condescendant. Ouais. Peut-être le fait que j'étais accompagnée d'un infirmier, enfin, ça fait quand même, c'est pas rien, quoi. C'est, Mm. Mm. Oui. ouais, je peux Oui. imaginer que la personne sait plus trop Mais ça vient pourquoi. quand même des clichés, non? Ça vient Oui, des oui, oui, oui. clichés. Bien sûr, oui, oui. Mm. Donc, l'autre sujet que je voulais aborder, c'est la maternité aussi. Je glisse sur ce sujet après, c'est celui de l'invalidation, enfin plutôt de la condescendance et la pitié, parce que euh, enfin, il y a des moments, que ce soit dans le soin ou dans le fait d'avoir des enfants et d'avoir pas envie de faire croire qu'on ne peut pas être responsable parce qu'on est autiste, qu'il faut peut-être mieux pas dire qu'on est autiste. Eh oui. Néanmoins, moi, si j'avais su que j'étais autiste, j'aurais beaucoup plus mis de limites par rapport à la charge mentale, à la surcharge mentale, au nombre d'enfants même, j'avoue. C'est Oui. horrible de dire ça parce que je les adore tous. Mais je veux dire, voilà, dans l'abstrait, dans l'absolu, de fait, c'était trop dur pour moi d'être maman, en fait. Ouais. C'était Surtout trop dur. on est maman d'enfants avec des besoins quand même très spécifiques, puisque eux-mêmes, bien souvent, En plus, ont les mêmes spécificités. je vais Oui, allumer ma moi, lumière et ça a je vous un laisse parler. double, Oui. ça a un double effet. C'est Ben oui, que comme ils elle a- ont des besoins un peu comme les nôtres, euh, on est peut-être quand même les mieux à oui, même de répondre à leurs besoins et oui, d'être oui, oui, mais complètement tellement à l'écoute. Au contraire, en même temps, c'est une grosse surcharge aussi, quoi, par ah rapport oui, à des enfants qui seraient moins sensibles, moins de crise. Oui, il y a les deux aspects, bien sûr, hein. Moi, ce qui m'a beaucoup impacté quand je suis devenue maman, c'est ce côté vouloir être parfaite, en fait, et vouloir tout faire bien, et vouloir connaître à fond le sujet de la maternité, et l'appliquer à fond. Et c'était beaucoup trop aussi. Et Mais ouais, on avec est, trois enfants, je suis un peu comme toi. Je leur dis souvent, heureusement que je me suis arrêtée à trois, mais c'est vrai que trois déjà, c'était beaucoup, quoi. Même si comme toi, je les adore et je ne regrette pas, mais bien sûr. Moi aussi, je vais aller. Ça a été un tournant, j'ai l'impression que le fait de devenir maman m'a mis dans un état de pré-burnout assez Ah vite. oui, En fait, un burnout que j'ai pas du tout pris en compte, qui n'a pas du tout été pris en compte par personne.
mm. Mais j'ai l'impression que à partir de là, il y avait cet extrême besoin d'être dans la perfection, qui était d'ailleurs beaucoup perçu par mon entourage comme de l'arrogance, je crois. Oui, pareil. Je pense quand les gens se demandaient mais pour qui je me prends, enfin voilà. Mm, Mais c'était pas du tout mon intention. J'essayais juste de faire le mieux parce que j'ai l'impression que si je faisais pas ça, je faisais rien mm, ou de manière extrêmement médiocre. Donc c'était tout ou rien. Et donc bah, mm, autant aller dans le tout parce que le rien c'est pas possible avec mm, des enfants. Oui, mm. on nous Jusqu'à apprend. l'effondrement, voilà, C'est ça. jusqu'à... On Ouais. nous apprend pas en tant que maman à être, à prendre soin de nous et à écouter nos limites. On nous prend comme Ça, maman je pense que c'est pour des toutes les warriors. mamans. Oui, C'est Oui, pour ben toutes les j'allais mamans. dire, est-ce que c'est possible, puisqu'on vit dans une société quand même où on est en couple, il n'y a plus tout un collectif Non, pour non, aider. non, et Donc c'est trop, forcément, il y a c'est clair. c'est trop, même pour Ouais. d'ailleurs Même pour deux. tout ce qu'on vit, tout ce qu'on raconte, c'est le lot de toutes les femmes, mais c'est exacerbé par notre condition, bien sûr, Oui. et nos Oui, on pourrait sensibilités. dire que c'est le lot de toutes les familles pour pas exclure les hommes parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont en souffrance hein, dans ces Mm. histoires-là. Mais c'est vrai qu'en en tant que femme autiste non reconnue, d'autant plus, En donc sans plus, aménagement, sans aide, sans soutien. mm, Et pour moi, ce qui était aussi marquant, c'est que j'étais pas en capacité de demander du soutien ni de mm. l'aide. Pareil, moi je Extrêmement voulais pas. isolée en fait. Mm. Et, et donc, pas en mesure de prendre soin de moi. Mm, Là où oui. peut-être d'autres femmes arrivent quand même à avoir de l'aide d'un entourage. Mais là, c'était Moi, c'est vraiment compliqué. pareil, Les je seules demandais aides que pas d'aide. j'avais, c'était pour pouvoir aller travailler. Enfin, voilà. Donc, Mm. Il y a quand même aussi cette idée, moi non plus, j'ai pas beaucoup demandé d'aide de mon fait parce que je voulais être parfaite toute seule, tout faire, bien faire, etc. Parce qu'aussi maîtriser. j'étais isolée de mon entourage familial du fait de la distance. J'étais pas, j'avais déménagé loin. Et puis il y a aussi ce côté qu'on disait tout à l'heure, qu'on est, et moi je vais le redire parce que je suis un peu à fond là-dedans en ce moment en lisant Marion Querc Waouh. qui a vécu en Suède, on est dans cette culture de la méfiance. Donc, une maman qui arrive pas, c'est pas, on va pas l'aider en fait. On a tout de suite un regard suspicieux, mauvais, elle est Fainéante. mauvaise. Mhm. Voilà. Mauvaise Euh, mère, ouais. on a tous vu des scènes dans l'espace public, au supermarché par exemple, où il y a un enfant qui crise et puis la mère sait pas quoi faire. Mais personne pense à l'aide, au soutien qu'on pourrait lui apporter. Tout de suite, on va se dire, ouais, il est mal élevé. Donc, c'est, voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte qui fait que, ben, ouais, on va pas demander d'aide et puis on va pas en recevoir, tout simplement. Personne ne va se dire, tiens, elle est en difficulté, on va lui apporter du soutien, quoi. C'est, Et puis la triple peine, c'est que comme on s'est relevé de tellement de choses, de oui. tellement de douleurs, de tellement de Mm, blocages, d'échecs, où on se relève et on continue. Moi, je me sentais un peu nos limites aussi. Je veux dire, mm, j'arrivais à des états où j'étais maman la journée et j'allais travailler la nuit en salle d'accouchement. Je faisais mes 8h30. Et puis, mm, j'assumais mes gamins le lendemain. Donc, c'était n'importe quoi. mm, Et voilà, ben oui, c'était dur. Et j'avais d'autres collègues qui le faisaient, puis j'avais pas l'impression qu'elles peinaient autant que moi. Donc je me disais, ben, fais encore des efforts, bouge-toi le cul, ma vieille, encore. Enfin, il y avait pas de limite, je m'en accordais aucune. moi non plus, ouais. Pas le Aucune droit d'être limite. fatiguée. Puis Mm, voilà, puis un conjoint qui a un peu le même genre de fonctionnement. Donc les limites, non, c'était pas possible, quoi. La fatigue, c'est une tare. mm. c'est ça. L'oisiveté, la fatigue, c'est un Ouais, échec. c'est un échec, donc ouais. Isa, tu n'as pas vécu ce genre de choses ou bien juste tu n'as rien. Et j'étais un peu partie. Si, si, complètement. Ok. J'avais noté pour y penser, parce qu'en fait, moi, j'ai trois enfants aussi, je les ai un peu enchaînés. En fait, j'ai eu les trois en 4 ans. Donc, c'est complètement la fuite en avant, en fait. Et quand on prend le temps de se retourner, et ben là, c'est le début des remises en question et du Mm. burn-out. Mais
Oui, moi, c'était très, très compliqué aussi. Après, ça, pour le coup, j'ai eu une belle maltraitance là de la part de l'obstétricien, en fait, qui a complètement changé de discours le jour où je lui ai dit que je m'arrêtais à 3. Et là, il est devenu, je ne sais pas. Alors, est-ce que lui, son truc, c'était les naissances, les naissances, les naissances, je ne sais pas. Tant que j'étais enceinte et ou allaitante ou les deux, ça m'est arrivé d'être les deux en même temps. euh, il était aux petits soins, vraiment génial. Et du jour où je lui ai dit, moi j'ai eu l'impression que c'était du jour où je lui ai dit que ça y est, c'était bon, j'avais ma dose. Et là, il est devenu horrible. Donc j'en ai changé parce que oui, oui, des histoires glauques de stérilets, enfin une horreur, une Waouh. horreur. Donc là, j'avoue, j'ai pas très très bien compris. Mais Et du coup, et je suis. j'ai envie d'embrayer sur les choses positives au niveau des solutions aussi, c'est-à-dire maintenant qu'on est dans la cinquantaine, il est temps les filles de se faire passer en premier. Et je ne sais pas si vous voulez partager un peu, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous mettez en place dans votre quotidien pour prendre soin de vous ou pour écouter vos besoins, pour les respecter, pour poser vos limites, des choses comme ça, que ce soit au niveau de la santé ou pas, parce que ça concerne de toute façon la santé. Ah, J'ai petite fait, lutte j'ai, quotidienne hein, quand même. Pour ma part, j'essaye de me dire, fais-toi du bien, fais-toi juste du bien. Qu'est-ce qui pourrait te faire du bien là maintenant? Mais c'est vraiment une question que je dois me poser plusieurs fois par jour, parce que je suis parfois un peu perdue, j'ai des choses à faire, il faudrait, je devrais. Autant pour assurer le fonctionnement, que la maison tienne et puis que les factures suivent, etc. Mais autant que mon corps tienne et que toutes les thérapies que j'ai à faire pour rester mobile et pas trop douloureuse, tout ça, je ne m'abandonne pas trop. Puis en même temps, parfois, j'ai vraiment besoin de rien faire, quoi. Et donc, me foutre la paix, parfois, c'est ça. Me foutre la paix, et m'accorder du temps d'oisiveté où je ne fais absolument rien, où je traîne sur les réseaux sociaux, je réagis, j'interagis avec vous, par exemple, ou avec des gens de notre condition. Et puis, euh, et puis, ça peut me permettre parfois d'avoir suffisamment de nouveau d'auto-estime, de calme intérieur pour pouvoir faire quelque chose qui va soit contribuer au fait que ma situation reste correcte, je fais de l'administratif, ou je fais un peu de ménage, ou je me fais à manger, ou je prends soin de moi par une balade, par un peu de travail sur mes fascias avec des rouleaux, des choses comme ça ou un peu de thérapie lampe infrarouge. Ça, c'est des choses que je fais quasiment quotidiennement si j'en ai les moyens, si j'ai pas trop besoin de rien faire. je me Muriel? dis je me dis qu'il faut que je développe tout ça. J'ai encore beaucoup, beaucoup trop tendance à me mettre une pression pas possible toute seule, à toujours vouloir être trop à fond dans les choses. Et j'ai eu un temps, peut-être un peu moins maintenant, mais cette peur que si j'arrêtais les choses, j'allais m'effondrer complètement. J'ai toujours tenu dans la tension et dans la surcompensation. Sauf que là, évidemment, bah, ça, c'est régulier dans ma vie, mais c'est pas anodin de se foutre une telle pression tout le temps. C'est invivable psychologiquement et même physiquement. On le paye, quoi. Donc, j'ai réalisé il y a très peu de temps, ça paraît bête, hein, mais c'est vrai, que s'aimer, c'était prendre soin de soi, faire des choses qu'on aime, comme tu dis, se foutre la paix. Mais ça, c'est des découvertes que je fais tous les. C'est très régulier, et c'est pas la première fois que je découvre ça, mais on a l'impression de retomber sur un truc. Ah oui, c'est ça. Et moi, mon gros problème, c'est ça, c'est de me lâcher, en fait, de me fiche la paix, ouais, j'arrive pas du tout à. Alors bon, je dis que j'y arrive pas du tout, c'est pas complètement vrai, parce que quand je peins, par exemple, c'est quand même des moments où, où je me sens bien. Euh, Là, depuis quelque temps, parce que même quand je fais des choses
qui pourrait paraître pour mon bien-être, je me mets la pression. Par exemple, j'aime bien marcher, courir, mais je me mets énormément de pression. Je me demande des fois si c'est pas si je fais pas les choses tout le temps pour me maltraiter, en fait, sans le faire exprès. Donc, il faut que je sois vigilante de faire les choses, oui, sans vouloir me maltraiter. Enfin, je le veux pas, bien sûr, mais c'est le résultat. Et donc, depuis peu, ben, quand je vais faire un tour, que ce soit même si c'est un peu sportif, si je trottine ou si je fais du vélo, je m'arrête, euh, je m'accorde, je regarde ma montre, je me dis, là, les 5 minutes, là, tu ne fais rien. Tu regardes dans le vide, tu écoutes ce qui se passe autour, tu fermes les yeux, tu respires. Et des fois, j'en ai des vertiges, j'en ai vraiment des vertiges. Alors, je me dis peut-être en faisant des petits bouts comme ça va devenir plus important après. Mais ouais, je dis ça et puis là, je viens d'avoir un gros événement pour mon activité. J'expose, donc ça a été une semaine intense où il a fallu tout préparer. Et dès que j'ai cette occasion-là de repartir dans quelque chose d'intense, c'est des épisodes maniaques. Je le qualifie un peu comme ça. Enfin, je sais pas si c'est pareil, mais où mon cerveau il est excité et je ne peux pas m'arrêter, même la nuit, quoi. Je dors très peu, je me réveille tout de suite en tension, je veux faire un milliard de choses et je suis épuisée. Je suis épuisée. Mais bon, peut-être petit à petit trouver un meilleur équilibre, ouais, ce que je me souhaite. Comment tu vis ça, Isa? Euh, Moi, j'ai mis beaucoup de choses en place, on va dire, au niveau sensoriel surtout. Aussi, oui. Euh, Ouais. Moi, voilà, je me suis fait une chambre cocon, en fait, où bah, c'est OK si j'ouvre pas les volets de toute une journée. J'ai des trucs qui se projettent au plafond. Enfin, voilà, des choses. Parce que moi, je pense que une de mes forces, c'est de pouvoir m'extasier sur des trucs totalement sans aucun intérêt pour d'autres gens. Mais moi, je vais rester, tant pis, je m'assois par terre et je regarde des trucs. Enfin, ça va être des petites choses comme ça où je vais me foutre la paix, comme tu disais. Mais j'ai quand même encore vachement de mal à faire des trucs sans culpabiliser, Oui, oui. de pas faire de l'administratif. Donc, c'est toujours un peu la bagarre, mais je pense que c'est pareil, c'est en train de s'améliorer, on va dire. Et puis, j'hésite plus. Alors, c'est peut-être discutable, mais c'est ma façon de voir les choses, à pratiquer l'évitement de beaucoup de choses. Donc, Ah oui, au niveau social, voilà, j'ai pas envie, j'y vais pas. Tant pis. Je fais plus jamais mes courses dans les magasins. Maintenant, je fais des drives. Alors, c'est peut-être pas dingue pour la planète, mais voilà, je respecte mes hypersensorialités à ce niveau-là. Je suis encore très au service de mes enfants, donc je peux pas dire non plus que je me fous trop la paix à ce niveau-là. Ils oui. m'exploitent un peu, j'en suis consciente. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, ce que je peux mettre en place, et puis voilà, je culpabilise quand même toujours un peu, mais je m'achète des fidget toys un peu tout le temps. Alors, j'ai un autre intérêt, c'est les Lego depuis que je suis petite. Bon, là, c'est le problème, ça va être le budget. Mais les plateformes de vente de choses d'occasion existent aussi pour ça. Donc voilà, mais j'ai encore beaucoup de mal à vraiment écouter ce que j'ai envie ou pas envie de faire sans culpabiliser un petit peu, quoi. Alors je me dis ne culpabilise pas, et je culpabilise plus. Enfin Oui. voilà, c'est dans ce sens-là que je dis que c'est un peu la bagarre dans ma tête, quoi. C'est une négociation constante. Ouais, J'ai c'est aussi un peu ça. l'impression que par rapport à ce que tu disais, Muriel, par rapport à ces moments d'hyperactivité, d'excitabilité, quand on est dans quelque chose de plaisant, je Mm. connais aussi hein, ces phases-là où on pourrait ne plus dormir, où on fourmille d'idées, de projets. Et puis là, j'ai l'impression que mon corps, les limites, il me les met clairement, quoi. Je ne Mm. peux plus. Ça peut tenir 2, 3 jours et après, je m'effondre pour une semaine. Donc, je Mm. dois vraiment maintenant, quand je suis en forme, je dois faire attention de Mm. pas laisser le plein potentiel s'exprimer. Ça veut dire, j'aurai la capacité de voir du monde, de faire quelque chose pour moi, d'écrire, d'aller nager, enfin, etc. Et je dois choisir, ok, je fais quoi? Je fais une chose.
Et c'est hyper frustrant. Il y a aussi un peu d'un processus de deuil quand même, de la Oui. normalité en fait. Il y a ça. Mm. Mais Et dans la douceur, c'est une mais dans la protection douceur, peut-être c'est aussi. oui, j'accueille le fait que ok, mon corps il va plus me laisser faire. Il va plus me laisser me mettre dans le rouge. C'est une Et, protection. Ouais. et là, je suis en train d'essayer de plus me projeter dans l'avenir par rapport à une éventuelle activité, pas forcément professionnelle, mais rémunérante. Ou là, je Mm. me dis non, maintenant c'est là maintenant. Je peux pas, je suis dans mes limites et je me mets plus aucune pression d'atteindre un jour à nouveau une rentabilité. Et si ça vient, tant mieux. C'est ça un peu le piège, c'est de devoir être rentable ou utile. Terrible, Et terrible. oui. C'est terrible. Et dans cette société, c'est vraiment très, très compliqué d'y échapper. Mm. Et personne ne souhaite se retrouver dans la situation marginalisée d'un, d'un assisté de l'État, quoi. Des Oui. assurances d'invalidité. Mhm. Mais, c'est aussi un filet qui existe chez nous pour le moment. Et j'essaie de pas trop psychoter dans le sens où est-ce que ça va durer, est-ce que, voilà. Mm. Combien de temps ça va durer. J'essaie Mhm. de profiter du moment-là, mais oui, il y a beaucoup, beaucoup de culpabilité, de deuil à faire, mais quand même, cette notion c'est un espace de douceur qu'on a le droit de s'accorder, puis ça, c'est un privilège. Et ça, il faut vraiment le cultiver. Ouais. Mm. C'est un Ouais. privilège. Oui, je pense qu'on a été beaucoup habitués aussi à vivre en fonction des attentes extérieures et Mm. peu conscient que finalement, la seule personne qui va vivre notre vie, c'est nous-mêmes. Et oui. Ouais, c'est ça. Oui. Donc, Mm. ouais. Et puis surtout, se rappeler, enfin, il y a à aucun moment on peut mettre notre volonté en question, parce qu'on a plutôt fait preuve de volonté extrême jusqu'à ce que nos limites nous reviennent dans la figure, en fait. Mais c'est vrai que si on se laisse porter par le courant actuel de pensée dans nos sociétés, on peut vite se sentir comme, ouais, comme pas volontaire, quoi. Pas, comme on fait pas d'efforts, alors qu'on en a fait bien plus que beaucoup, que la plupart, en fait. Probablement. Dans nos essais d'adaptation, hein. Tout Et à fait. oui. Ouais. Alors, j'aimerais que votre mot de la fin, si vous en avez un, ce soit autour de ce qu'il y a de positif dans le fait d'être une femme et d'être autiste. Moi, je sais pas, j'ai envie de rebondir, mais je sais pas si c'est lié au fait d'être une femme. C'est plus lié au fait d'être autiste. Moi, comme Isa disait tout à l'heure, j'adore le fait de pouvoir m'émerveiller, mais vraiment, quoi. C'est hyper intense au niveau des ressentis, de toutes petites choses. Mais une feuille qui tombe, l'autre jour, j'étais assise sous un arbre, les feuilles tombaient, mais moi, c'est merveilleux, quoi. Ça me procure un plaisir immense. Je peux rester là des heures, je m'ennuie pas, je m'ennuie jamais. Ça, c'est super. Après, ajouter le côté féminin à tout ça, je sais pas. Peut-être le côté émotion, le côté ressentir, ouais, se sentir chamboulé par beaucoup de choses, même si des fois, bon, souvent je dis que même les plus belles choses qu'on a, elles ont un revers. Rien n'est jamais totalement positif, quoi, en fait, hein, ce serait trop simple. Mais je crois que j'aurais peut-être pas envie quand même de renoncer à cet aspect-là, Oui, c'est ça, côté émerveil. c'est un peu la réponse à si on te disait est-ce que tu voudrais ne pas être une femme Mm. ou ne pas être autiste, si jamais tu répondais non, non, mais malgré toutes les difficultés, je veux rester une femme et je veux rester autiste pour telle et telle raison, c'est Oui, intéressant. voilà, c'est ça. Mais encore une fois, comme on le disait, moi je pense que le point essentiel, c'est aussi l'extérieur. C'est parce que notre société fait que c'est tout ça qui joue en fait, hein. Donc on a, ça commence comment dire, on commence à entendre un peu ce discours quand même que tout ne repose pas sur l'individu et que c'est
on a beaucoup fait porter la psychologie, le soin, tout ça, la responsabilité. On parlait de culpabilité euh, à l'individu, sans remettre en cause du tout le cadre. Et en fait, beaucoup de choses viennent du cadre, hein, selon moi. Est-ce Donc en que tu fait, veux rajouter quelque il y chose, aurait rien à retirer de nous. C'est pas notre problème, quoi. Hmm. Tu as aussi des idées, Rachel, par rapport à... Oui, je me disais que quand j'étais enfant, j'étais un humain avant tout et je m'intéressais beaucoup plus aux activités de garçons, dans le mouvement, dans des rapports très francs comme ça. Puis je crois que c'est quelque chose que j'ai gardé en fait. Le fait d'être autiste dans ce monde et femme, moi, ça me permet de pouvoir mettre un peu au second plan cette notion de genre. Je suis avant tout un humain et puis je m'adresse aux gens autour de moi comme à des humains. Je ne tiens pas compte du genre. Alors parfois, ça a ses revers, mais Mm, souvent, j'ai l'impression que moi, ça me libère d'une certaine pression sans faire exprès à laquelle j'échappe en fait, je crois. Parfois, alors, j'ai des revers, hein, je dis pas, mais je crois que j'ai aussi, du coup, des fois par mon audace, pas du tout calculée, ou par mon mépris des conventions sociales, pas du tout calculées non plus, je m'octroie des choses que peut-être je ne ferais pas si je n'étais pas autiste et femme. une liberté. Une liberté, je pense, ouais. Hmm. Mm, Ça, je pense que c'est un plus. Ça te parle, Lisa? Oui, oui, ça me parle, effectivement. J'avais jamais réfléchi trop à ça, mais moi, je suis exactement pareil. J'ai toujours été humaine avant tout. mm, C'est pas forcément un truc que je revendique, mais c'est mon état, quoi. Mais oui, moi, je repars sur le positif. Moi, on va dire que mon pire défi et en même temps mon meilleur allié, en fait, c'est tout ce qui a trait au sensoriel. Parce mm, que moi, je trouve ça assez génial, finalement, d'avoir cette capacité à se ressourcer avec des choses hyper simples, en mm, fait. Et ça, voilà, faut considérer ça comme un atout, je pense. mm, Et surtout, pas se priver de le faire, du coup. mm. Là où peut-être il y a encore un peu de travail chez moi, mais voilà, en même temps, c'est vraiment un défi parce que au quotidien, le monde, il est pas fait pour les hypersensoriels, quoi. Enfin, moi, j'habite dans un village, il y a tout le temps du bruit, il y a des travaux partout. Enfin, effectivement, c'est horrible, mais à côté de ça, regarder pour la 27e fois mon épisode préféré d'une série, et hop, je repars pour un tour, quoi. Donc, je suis jamais déprimée longtemps, mais à côté de ça, je suis pas forcément heureuse longtemps. Mais voilà, comme j'arrive à trouver des trucs vraiment pas compliqués pour me mettre la joie. Donc voilà, Très ça va cool. être mon petit Est-ce que... positivisme de la fin. Ok, très bien. Mais alors, merci beaucoup, beaucoup de vous être prêté au jeu pour ce témoignage où on est un peu, on livre un peu de sa vulnérabilité, donc c'est pas facile. Et je vous remercie d'avoir eu cette audace, ce courage. J'espère qu'il portera des, des beaux fruits pour d'autres gens. Merci à toi. Merci à toi. À la prochaine. Au À Salut. la revoir. prochaine.